Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Il avait dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Hissène Habré, l'ancien président tchadien, est mort ce mardi à l'âge de 79 ans. Il était emprisonné à Dakar, au Sénégal, depuis 2016, condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. Au Zimbabwe, la filière avicole devrait connaître une croissance à 5% après un repli en 2020. Cette bonne performance serait liée à l'abondance de l'alimentation animale grâce à la bonne production de maïs et de soja. Et puis les arts de la scène se développent au Bénin. Les nouveaux talents s'approprient de plus en plus le stand-up. Le théâtre et l'humour rencontrent en effet un véritable succès dans le pays. Mais d'abord, plus de 400 migrants ont été secourus par la marine royale marocaine du jeudi 19 août à ce lundi. Ces migrants, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne, auraient eu des difficultés à bord d'embarcations de fortune en Méditerranée et dans l'Atlantique. L'OIM avait indiqué le 16 août dernier qu'une cinquantaine de migrants étaient portés disparus et probablement morts en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Au total, plus de 2000 migrants ont péri en voulant se rendre en Espagne entre janvier et juin 2021, selon une ONG espagnole. Hissène Habré, l'ancien président tchadien, est décédé à l'âge de 79 ans au Sénégal ce mardi 24 août. L'ancien chef de l'État qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 avait été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie pour crimes contre l'humanité à l'issue d'un procès au Sénégal. Aïssatou Bari. Habré a été remis entre les mains de son seigneur. Ce sont là les termes utilisés par le ministre sénégalais de la Justice, Malick Sall, pour annoncer le décès de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Selon les autorités sénégalaises, il aurait succombé au Covid-19 à l'âge de 79 ans. Je viens d'apprendre, comme tout le monde, le décès de Hissène Habré. La première réflexion qui m'a transpercé la tête, c'est la disparition de deux importants acteurs politiques en l'espace de 4 mois, deux personnalités qui ont d'une manière ou d'une autre animé pendant un demi-siècle la scène politique tchadienne. Chez nous au Tchad, quelle que soit la nature du disparu, on présente nos condoléances à sa famille. Ce qui est sûr, avec la disparition de deux importants acteurs en l'espace de 4 mois, Hissène Habré et Idriss Déby, une nouvelle page s'ouvre au Tchad et j'espère que la jeunesse va en tirer les leçons pour bâtir un nouveau Tchad. Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad pendant 8 ans, a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès inédit à Dakar. Il a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne, après sa chute, parle de quelques 40 000 morts. La mort d'Hissène Habré vient plutôt renforcer ma conviction et l'attente des victimes parce que depuis le procès, nous sommes à 5 ans. Rien n'est fait. Le tribunal de Dakar n'a pas saisi ses biens jusqu'à là. Et l'Union africaine traîne, n'est-ce pas, d'installer le fonds, n'est-ce pas, d'indemnisation. Donc rien n'a bougé. Moi, j'aurais voulu que Hissène Habré, de son vivant, voit comment les victimes allaient jubiler, n'est-ce pas, à la réception de leur indemnisation. C'est bien dommage. Hissène Habré, renversé en 1990, avait trouvé refuge au Sénégal. Arrêté en 2013, son procès en 2016 fut le premier au monde dans lequel un ancien chef d'État était traduit devant une juridiction de notre pays pour violation présumée des droits de l'homme. Au Zimbabwe, la filière avicole enregistre de bonnes performances après avoir traversé une année 2020 difficile. La filière clé du secteur de l'élevage espère rebondir en 2021 avec une croissance estimée à 5%, une croissance qui serait liée selon les responsables à l'abondance de l'alimentation animale grâce à la bonne production de maïs et de soja. Wilfred Yamou. Après avoir traversé une année 2020 difficile, l'industrie avicole du Zimbabwe espère rebondir en 2021. Selon le ministère des Finances, la production de volailles devrait connaître une progression de 5% à 156 000 tonnes en 2021, une amélioration qui pourrait se justifier par l'abondance de l'alimentation animale grâce à la bonne production de maïs et de soja. Les performances de l'industrie avicole au niveau du Zimbabwe, à mon sens, sont le résultat des mesures courageuses qui ont été prises par les pouvoirs publics zimbabwéens à l'effet non seulement de faire face à principalement ce qu'on pourrait appeler les effets négatifs du coronavirus, mais en même temps à utiliser rationnellement les ressources humaines. Les pouvoirs publics zimbabwéens ont axé leurs efforts sur la rentabilisation de cette ressource humaine qualifiée mais oiseuse, mais
mais en même temps, on l'a orienté vers un secteur où le cycle de production est très court, notamment le secteur avicole. Et à mon sens, donc, les résultats sont ceux que nous connaissons, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit à plus de 157 000 tonnes. Les perspectives du secteur avicole du Zimbabwe sont bonnes. Au cours de l'exercice 2020-2021, la récolte de maïs, qui compte pour plus de 60% du montant de la ration alimentaire, a augmenté à 2,7 millions de tonnes. Ceci représente le plus important niveau depuis près de 40 ans. Ce facteur devrait contribuer à faire baisser le coût d'approvisionnement en matières premières sur le marché intérieur, selon le ministère des Finances. Avec le bon approvisionnement du marché intérieur, le gouvernement s'attend également à une reprise de la production de poussins d'un jour. Celle-ci avait en effet chuté de 73,4 millions à 71,4 millions d'unités en 2020, avec le déficit dans l'alimentation animale qui a fait flamber les prix et les coûts de production. Au Zimbabwe, l'aviculture est l'un des principaux moteurs du secteur de l'élevage et la production avicole est assurée à près de 75% par les petites exploitations. Avec un chiffre d'affaires de 450 millions de francs CFA en 2020, la Poste au Congo contribue à l'économie nationale. Aujourd'hui, confronté à une forte concurrence publique et privée, le secteur veut se tourner vers le numérique grâce au programme Congo Digital 2025. Amanechi. Comptant 241 agents, 111 bureaux, dont 42 actifs et répartis dans les 12 départements du pays, la Poste congolaise a fait de l'envoi du courrier ordinaire son cœur de métier. Elle demeure l'une des entreprises les plus importantes avec une politique visant à réhabiliter et étendre les réseaux postaux via le développement des postes de proximité, postes relais et l'avènement de nouveaux produits tels que la poste mobile. Nous souhaitons bien sûr élargir notre portefeuille de produits. Aujourd'hui, nous avons des produits classiques tels que le courrier, les envois express, les lettres commandées, les boîtes postales et les produits financiers qui sont essentiellement des produits en partenariat et ce sont des produits de transfert d'argent. Notre ambition, bien sûr, c'est de puiser en chacune des expériences qu'on trouve ici, à Abidjan, un partage de connaissances. De nombreux défis sont en cours d'être relevés grâce aux recommandations du gouvernement qui fait désormais de la Poste son cheval de bataille. Dynamiser le secteur sous-entend une transformation digitale, véritable opportunité à saisir par le Congo, qui au cours de ce 27e congrès de l'Union postale universelle s'adonne au partage d'expériences avec les autres postiers. Nous parlons aussi au congrès, aujourd'hui à Abidjan, de la place, l'avenir des postes, la diversification des produits et des services, la rémunération qui permet aux postes, en particulier des pays les moins avancés, de pouvoir tirer leur épingle du jeu dans la distribution, le dernier kilomètre notamment, des courriers et des colis des postes sœurs. Avec une baisse du courrier, le Congo devra pour les années à venir miser sur l'e-commerce en vue de répondre aux exigences du nouveau marché digital. Ceci à travers la diversification des produits et services, l'assainissement du secteur postal informel, la résolution du problème d'adressage numérique ainsi que la mise en place de data centers. Et dans l'actualité également, l'Ouganda a accueilli ce mercredi un premier groupe de 51 Afghans. Ce groupe de personnes a fui l'Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans. Ils sont arrivés à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. Le pays a en effet répondu à la demande du gouvernement américain d'accueillir temporairement des ressortissants afghans dits à risque, ainsi que des personnes en transit vers d'autres destinations dans le monde. L'Ouganda accueillera jusqu'à 2000 Afghans. Les États-Unis devraient assumer les dépenses. La prise en charge devrait être limitée à 3 mois. Au Gabon, le personnel de santé est appelé à se faire vacciner contre le Covid-19. Le ministre de la Santé a réuni ce 21 août les responsables des structures hospitalières pour convaincre les soignants à travers la mise en place d'une stratégie de sensibilisation du personnel de santé pour une adhésion massive à la vaccination. Marie-Raphaël Antolo. Au Gabon, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandong, exhorte le personnel de la santé à se faire vacciner. Cet appel a été formulé à l'occasion d'une réunion en présence de l'ensemble des personnels des structures sanitaires du Grand Libreville. Il s'agit par ailleurs de définir une stratégie d'intensification pour la sensibilisation du personnel de santé en vue d'une adhésion massive à la vaccination contre la Covid-19. De prime abord, il faut noter que la vaccination n'est pas une mauvaise chose. Elle permet cependant de stimuler le système immunitaire d'un individu
afin que ces derniers puissent développer une immunité adaptative qui sera protectrice de son organisme contre le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19. Une fois les individus vaccinés, on va observer une réelle diminution de la morbidité et de la mortalité liées à la COVID-19. Appeler le personnel de santé à se vacciner montre le souci du gouvernement gabonais à éradiquer la pandémie. D'après le ministre Patrick Obiandong, le personnel de santé gabonais doit réellement prendre conscience de l'importance de se faire vacciner pour éviter d'être des vecteurs de transmission de la maladie. Selon l'autorité sanitaire, le personnel médical est le plus exposé à la maladie. De ce fait, leur immunisation au virus va concourir à la protection des populations moins averties sur la maladie selon la même source. Plusieurs travaux épidémiologiques ont montré que les travailleurs de santé ont connu un risque d'infection 3 fois plus élevé que celui de la population générale. Il est cependant certain que la protection du personnel de santé par une vaccination soit un moyen important pour la diminution subséquente des infections et aussi de la transmission, vu que ces derniers sont en contact de façon permanente avec la population. Ils peuvent donc aussi transmettre à la population ce virus. L'appel à vaccination du personnel de santé devrait s'accompagner par un recyclage de ces derniers aux mesures de prévention et de contrôle des infections et à la surveillance des pratiques de prévention et de contrôle sur l'utilisation appropriée des équipements de protection individuelle. La campagne de vaccination lancée le 19 mars 2021 dans ce pays d'Afrique centrale, ayant une population d'environ 2 millions d'habitants, est une opération gratuite pour l'ensemble des citoyens. Elle a pour objectif d'immuniser 60% de la population. À ce jour, plus de 80 000 Gabonais ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Selon les statistiques officielles, le Gabon a enregistré 25 564 cas confirmés de COVID-19, dont 165 décès. Au Bénin, les arts de la scène, notamment le théâtre et l'humour, rencontrent un véritable succès dans le pays. De nouveaux talents s'approprient de plus en plus le stand-up. Reportage de notre correspondant, Lev Tionou. Artiste, comédienne et humoriste, Ife a débuté le théâtre depuis l'église. Elle a rejoint la compagnie dénommée Les Génies de la Jungle pour la réalisation de courts-métrages. Passionnée du cinéma et déterminée, elle enchaîne les stages et fait valoir son talent à Ori Théâtre, puis intègre la compagnie Semako Wabaho qui l'a révélé au public. Après 25 ans de carrière, elle s'est orientée vers l'humour, s'appropriant le stand-up depuis septembre 2020. Je suis humoriste dans Nukiko Nacho. Je parle beaucoup plus de la goumentologie. J'en suis vraiment fière parce que je suis la seule femme à travailler dans Nukiko Nacho. Et même, je fais partie de ces rares femmes qui font l'humour au Bénin. Et en Afrique aussi, ça a commencé par prendre petitement, mais il n'y a pas assez de femmes dedans, donc ça me rend fière. Il est également une étoile montante à succès de l'humour, spécialiste de la satire politique. Eliphaz, qui était slameur à la base, s'est ensuite intéressé à l'humour au Burkina Faso. Après une tournée artistique dans la sous-région en 2015, Eliphaz revient au Bénin pour faire asseoir son art en 2019. Humoriste engagé, il a créé le concept La Grande Réunion Familiale. Ce soir, j'ai présenté un extrait de mon spectacle La Grande Réunion Familiale qui résume tout ce qu'il y a eu au cours de l'année de août 2020 à août 2021 dans notre Agone. L'Agone, c'est cette république imaginaire-là dans laquelle nous sommes et chaque acteur politique pose des actes. Moi, en tant que comédien, j'ai compris quand même quand tu fais du stand-up au niveau de l'humour, ça te demande plus, surtout au niveau, ça a une exigence au niveau de l'écriture dramatique du texte. C'est une exigence et ça, il y a une performance aussi qu'il faut faire surtout au niveau de l'acteur. Vous allez voir tous ceux qui sont passés ce soir, vous avez constaté, c'est des acteurs qui vraiment arrivent, le jeu est là, la disposition scénique est là, la voix est là et le texte est bien construit. Ce n'est pas que des blagues que nous racontons, c'est tout un travail dans le stand-up. Le Bénin dispose d'un vivier de talent pour faire progresser le segment des arts de la scène. Cependant, il existe peu d'écoles de formation. Certains jeunes talents renforcent leur capacité par le biais des modules ouverts et autres résidences de création ouvertes dans les centres culturels du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.